Bienvenue dans ce grand débat avec le titre Le domicile, alternative crédible à l'EHPAD, un point d'interrogation. Alors, l'objectif de ce débat est de présenter et d'échanger une vision qu'on va vous présenter pour permettre à plus de personnes de GIR différents d'avoir le choix de rester à domicile. Nous allons regarder la réalité des motivations qui précèdent l'entrée en EHPAD et s'interroger sur les évolutions que les acteurs du domicile devront mettre en œuvre pour faire de ce dernier une alternative crédible à l'EHPAD. Dans le contexte de volonté de virage domiciliaire, beaucoup de questions se posent. Est-ce que cette vision est vraiment possible? Dans quelles conditions? Quels sont les services qui doivent être mis en place? Qui est concerné concrètement? Quelles sont les limites? Quels sont les challenges? Nous allons essayer de répondre à l'ensemble de ces questions et à d'autres avec nos invités. Tout d'abord, Charles Barth, qui est le CEO de Inunu et pionnier technologique au World Economic Forum. Sébastien Wildermann, qui est le directeur des soins chez Bien Vieillir Île-de-France, qui est un groupement de coopération sociale et médico-sociale. Et enfin, Didier Pagel, qui est administrateur de ce même groupement Bien Vieillir Île-de-France. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour Frédéric. Bonjour. Peut-être on va commencer par Bonjour. Didier, parce que c'est toi qui avais proposé ce sujet. Pourquoi ce sujet? Et ensuite présenter peut-être, alors, présenter Île-de-France, pourquoi les sujets, et ensuite présenter d'abord la vision. Alors, le groupement Bien Vieillir, c'est un groupement de coopération sociale et médico-sociale, comme tu l'as présenté, qui intervient donc principalement en Île-de-France. Il y a aujourd'hui une dizaine de membres qui sont principalement des structures d'aide à domicile, mais aussi bien des associations que des entreprises, et puis deux services de soins infirmiers à domicile. Globalement, on fait à peu près 500 000 heures de prestations d'aide à domicile. On a des activités un petit peu innovantes comme les pôles de prévention ou récemment un centre de ressources territoriales qu'on va déployer là en 2024. Et puis, on a 158 places de SIAL. Voilà pour ce qui est de la présentation du groupement. Pourquoi avoir choisi ce sujet, Frédéric? Ben parce que 90% des Français veulent vieillir chez eux et dès lors ils ont atteint la perte d'autonomie, en tout cas au sens de la grille Agir, ils ne sont plus que 58% à vieillir réellement chez eux. Le reste vieillit en établissement. Donc la question qu'on s'est posée, mais comme tout un chacun, c'est de se demander pourquoi est-ce que le vœu des Français ne peut pas être réalisé. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet. Surtout que ce sujet, il vient à l'aune des innovations technologiques, notamment numériques, et qui peuvent venir nous aider. Et la question qu'on s'est posée, c'est dans quelle mesure l'alliance entre les services humains du domicile et les nouvelles technologies peuvent essayer d'inverser cette tendance. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ta vision, en fait? Si ta vision est complètement installée, euh, on assiste à quoi? Quelle est la vision à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, la vision, c'est de dire on est capable d'intervenir euh, de jour comme de nuit. Ça, c'est notre vision, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on sait faire, aussi bien dans les soins que dans l'aide à domicile, c'est d'intervenir sur des interventions programmées, des soins programmés. Mais dès lors qu'il s'agit d'intervenir en dehors de ces soins programmés, ça devient beaucoup plus compliqué, encore plus quand c'est la nuit, évidemment. Grâce au dispositif de télésurveillance, on peut aujourd'hui être alerté de ce qui se passe à n'importe quel moment du jour ou de la nuit chez une personne âgée. Mais par contre, il n'y a rien derrière pour l'intervention, ce qui explique les difficultés aujourd'hui de rester au domicile quand on a perdu son autonomie à un certain niveau. Sébastien, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres ou enfin, ton ressenti sur sur les GIR qui seraient concernés? Peut-être présenter brièvement les GIR et par la vision que Didier a expliquée, quels seraient les GIR qui seraient concernés? Oui, alors le GIR, ça veut dire groupe ISO ressources. En fait, c'est un indice qui va correspondre au niveau de perte d'autonomie d'une personne âgée. Ça permet aux professionnels du secteur médico-social d'évaluer le degré d'autonomie ou de perte d'autonomie d'une personne. Et ça permet de déclencher également l'attribution d'une aide financière, telle que par exemple l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc pour ça, on utilise une grille qui est une grille nationale qu'on appelle la grille Agir, qui permet de vérifier en fait la maîtrise des gestes de la vie quotidienne
Donc sur l'ensemble du spectre, en fait, les déplacements, l'alimentation, la capacité à se laver, à s'habiller, etc. Les capacités à effectuer des démarches, à alerter. L'agrégation des réponses à ces questions permet de déterminer un niveau de GIR. Donc, il y a 6 niveaux de GIR. On part du niveau du GIR 6, en fait, qui est la personne qui est autonome pour tous les actes essentiels de sa vie courante. Et puis, en descendant niveau par niveau jusqu'au GIR 1, qui implique une présence quasi continue d'intervenants, avec une personne qui est confinée au lit, au fauteuil, avec des fonctions mentales altérées. Voilà, donc une personne, comme on dit, grabataire. Concernant ce qui nous occupe, nous, ce qu'on identifie, c'est principalement les personnes qui sont en GIR 3-4, qui ont quand même conservé des capacités, mais qui commencent à entrer en dépendance avec des points qui deviennent un peu clés et qui vont souvent compromettre le maintien à domicile. Donc, on a souvent un problème de sécurité. Un problème de sécurité par des phénomènes de déambulation, des personnes qui vont fuguer, un problème de sécurité sur du risque de chute, toutes les situations où l'entourage ne va plus être suffisamment serein, plus suffisamment tranquille pour pouvoir envisager un maintien à domicile. Donc, ce ne sera pas forcément une dépendance d'ordre physique qui va impliquer une dégradation au niveau des capacités de déplacement, mais ça va être la capacité à rester chez soi en toute sécurité, sans s'exposer à des risques démesurés en restant dans une situation qui pourra être contrôlée. Et c'est-à-dire qu'il ne va pas générer pour l'entourage en fait de l'anxiété, de l'inquiétude et éventuellement l'idée aussi c'est de pouvoir maintenir la continuité de prise en charge, c'est-à-dire le suivi médical qui souvent aujourd'hui à domicile peut se révéler problématique par le manque de disponibilité en fait des médecins de ville. Donc ça aussi, ça va être un facteur qui peut favoriser le départ du domicile vers une institution par manque en fait de moyens pour maintenir cette sécurité. Donc voilà un peu la cible qu'on identifie et c'est ce sont ces gens-là en fait qu'on identifie comme étant susceptibles de bénéficier de nouvelles technologies, d'une nouvelle approche qui permet de suppléer, qui permet de venir apporter ce qui manque pour favoriser ce maintien à domicile. Si j'ai bien compris, les GIR 1 et 2, c'est plutôt normalement des résidents en EHPAD. 5 et 6, bon, bah, ils sont bien sûr à domicile. Là, votre vision se focalise sur les 3 et 4. Est-ce que j'ai bien raison? Alors, elle se Plutôt, en moyenne. focalise oui, sur les 3 et 4. Il y a aussi des GIR 1 et 2 qui sont à domicile. En principe, les personnes qui sont en GIR 1-2 qui sont à domicile ont déjà une prise en charge importante qui a été mise en place avec des services de soins, des services d'aide. Mais là aussi, on peut rencontrer un problème de rupture dans le suivi médical qui va nécessiter le départ à l'institution parce qu'on ne peut plus suffisamment fréquemment ou de manière suffisamment qualitative en fait assurer ce suivi médical. Le médecin traitant n'est plus là, est parti à la retraite, ne fait plus de visite à domicile. Donc, ça rend très, très compliqué d'assurer le maintien de ce suivi. Et puis, effectivement, les personnes GIR 3-4 qui sont encore chez elles, pour qui ça se passe bien, mais pour lesquelles un seul événement un accident de vie quotidienne en fait peut venir perturber l'équilibre qui se maintenait donc ça peut être la perte d'un aidant, ça peut être un changement dans l'environnement, dans le domicile, ça peut être la survenue de troubles cognitifs, tous ces points qui peuvent compromettre en fait le maintien en sécurité d'une personne chez elle. Voilà un peu ce qu'on identifie. Didier, une question avant qu'on poursuive. Est-ce que les bénéficiaires en fait, du groupe Bien Vieillir, enfin vos bénéficiaires, est-ce que c'est une demande de rester à domicile?
Oui, très nettement, c'est une demande. Ce qu'on s'aperçoit sur les motivations, c'est comme le soulignait Sébastien, les motivations qui font que les gens vont considérer qu'ils ne peuvent plus rester à domicile, c'est souvent un problème de sécurité et ou, je dirais, parce que les deux sont liés, d'épuisement de l'aidant quand il y a un aidant. Euh, donc, le travail qu'on doit faire, nous, mes services à domicile, je parle dans services dans la globalité, c'est-à-dire aussi bien les services de soins que les services d'aide, c'est un travail de réassurance auprès des aidants, de soulagement de la charge de l'aidant, de prise en compte de cette charge et aussi d'être capable d'intervenir un petit peu près n'importe quand le besoin se manifeste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des dispositifs technologiques qui vont nous permettre de créer une surveillance 24 heures sur 24, que ce soit par des dispositifs euh, comme la téléassistance, mais aussi comme le dispositif RoomMate ou comme EPOCA, qui est un dispositif de télémédecine. Euh, Ces dispositifs-là, ils sont très, très intéressants pour le domicile. Par contre, il n'y a personne derrière pour les manipuler ou pour intervenir au domicile. C'est ça que nous, services à domicile, c'est l'effort qu'on doit faire, c'est de se mettre au niveau de ces nouvelles technologies pour pouvoir être derrière le relais de ces technologies et être les services qui interviennent derrière. Oui, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, bon, il y a en fait, c'est une association entre la technologie et l'humain. C'est en fait il y a des capteurs, des technologies qui sont mis auprès des personnes âgées à domicile. Et vous, bien vieillir, vous allez intervenir ponctuellement, si nécessaire, auprès des personnes concernées, s'il y a une alerte, par exemple. Exactement. Alors, on fait ça, on fait aussi la coordination de l'ensemble. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir une coordination de l'ensemble de ces dispositifs. Chaque personne n'aura pas forcément le même dispositif, le même équipement. On va, nous, avoir toute une gamme de nouvelles technologies à utiliser et on va choisir parmi ces technologies, à la suite d'une évaluation multidimensionnelle qui aura été faite, on va choisir la technologie la plus adaptée et la mettre en relation avec nos services d'intervention. C'est-à-dire qu'en fait, la nuit, tu auras du service d'astreinte. C'est ça l'idée. Exactement. D'astreinte, même d'intervention, c'est-à-dire sur place qui peut bouger. La promesse qu'on veut tenir, on ne l'a pas encore déployée, mais celle qu'on veut tenir, c'est d'être capable d'intervenir à la suite d'une alerte dans un délai compris entre 30 et 60 minutes. D'accord. Charles Barck, toi, tu es CEO de Ainunu. Peut-être présenter brièvement Ainunu, puis nous donner un ou deux exemples dans le monde que tu as t'as pu voir de du fonctionnement de cette vision ou des prémices du fonctionnement de cette vision. Donc, merci de nous avoir invités aujourd'hui et très content d'être avec vous, les Game Changers dans le domicile avec Bien Vieillir, notre partenaire. Donc, Rainunu, qu'est-ce que c'est? En fait, nous avons fait 12 ans de R&D aux États-Unis, au Canada, en France et en Chine pour aider au bien vieillir à la maison via l'utilisation des nouvelles technologies, principalement autour de l'intelligence artificielle qui vont permettre la prévention et le bien vieillir à domicile. Donc, notre but n'est pas simplement d'augmenter la longévité via ces technologies, mais d'augmenter la vie en bonne santé à la maison. Et comme le disait tout à l'heure Didier, nous partageons complètement sa vision qui est, qui est surtout pas d'opposer en fait l'humain contre le digital, mais plutôt de le combiner, de le marier d'une manière équilibrée en permettant toujours d'amener le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que bien vieillir dans leur expertise significative apporte les ressources humaines et les compétences de soins, et nous apportons en combinaison avec leurs équipes la coordination que Bien Vieillir fait au domicile, parmi les 3000 soins qu'ils font journaliers, la technologie qui a deux bénéfices principaux. Premièrement, c'est de diminuer le stress et la fatigue des aidants qui sont en pénurie à domicile. Comme le disait Sébastien, il y en a qui sont en burn-out. Et deuxièmement, le bénéfice est pour les résidents pour améliorer la qualité de vie à domicile, quelles que soient les fragilités. Donc tout à l'heure, Sébastien parlait de GIR 1 et 2
mais aussi 3 et 4. Et en fait, la technologie que Hainunu apporte permet deux choses. Premièrement, d'un point de vue concret, de collecter la donnée à domicile que personne ne possède sous 5 dimensions, de manière à modéliser le senior à domicile avec ses fragilités, ce qu'on appelle un jumeau numérique à l'aide de 5 types de données. Et puis, deuxièmement, de prévenir les chutes avec un capteur infrarouge qu'on appelle roommate ou compagnon de chambre, qui permet en fait d'être pas simplement en détection, parce que ça, c'est pas innovant, mais d'être en prévention et de suivre en continu, nuit comme jour, les fragilités et d'envoyer des alertes au bon moment à la bonne personne, aux équipes de bien vieillir, avec les bonnes informations qu'il faut pour intervenir, comme le précisait Didier tout à l'heure, en 31 heures de temps, de manière à éviter le maximum les décompensations, les chutes et qu'une situation s'envenime. Cette technologie aujourd'hui est une technologie made in Europe, Roommate, design avec le RGPD et qui est déjà déployée dans plus de 11 000 appartements, 11 000 chambres, 60% en EHPAD, 40% à la maison. Et c'est une technologie qui est beaucoup plus développée dans les pays scandinaves parce qu'ils sont plus avancés dans la pratique du digital à la maison, comme en RSS, comme en EHPAD, Norvège, Suède et Danemark. Et cette technologie maintenant descend dans le sud que nous déployons avec Rainunu et la société norvégienne qui s'appelle Sensio et descend dans le sud, Angleterre, France et Belgique. Et nous avons la responsabilité du déploiement français et belge. Et les case studies très intéressants qui sont des game changers, c'est ceux qu'on réalise actuellement avec Bien Vieillir pour corroborer avec la vision de son fondateur Didier. Alors justement, la vision, transition toute trouvée. Didier, si on se projette dans quelques années, la vision est installée, le projet est installé, en fonctionnement. Je suis quelqu'un, pardon, j'ai 80 ans, je sors d'hôpital, j'ai une maladie chronique. Quels sont les services, enfin, comment est-ce que vous allez vous occuper de moi? Bah alors, déjà, il existe des choses, hein, puisqu'il y a des services qu'on va appeler de droit commun, qui sont l'accès aux services de soins, comme aux services d'aide à domicile avec l'allocation personnalisée d'autonomie. Ce qu'on apporte en plus et ce qu'on peut apporter en plus, alors aujourd'hui, on va pouvoir le faire, par exemple, dans le cadre des centres de ressources territoriaux, qui finalement ont mis en évidence que la nécessité d'avoir, pour certaines personnes, des accompagnements renforcés. Et donc, ce qu'on va proposer, c'est cet accompagnement renforcé et qui va s'appuyer. Alors, déjà, il va falloir que nous, on puisse humainement se mettre au niveau de ses besoins, c'est-à-dire de pouvoir intervenir de jour comme de nuit, dans l'aide comme dans le soin à domicile. Premier, et de manière homogène sur les territoires sur lesquels on intervient. Nous, notamment, par exemple, en Île-de-France. Ça veut dire la création de plusieurs postes, de plusieurs chose. La deuxième chose, c'est d'allier les nouvelles technologies, donc notamment ce que disait Charles avec Ainunu, Roommate, etc. Aussi, je pourrais parler d'Epoca, Epoca qui est un service de télémédecine. Donc là, c'est un service où il y a aussi des objets connectés et qui vont accompagner la personne et qui vont potentiellement détecter, par exemple, des troubles du rythme cardiaque ou des choses comme ça, et qui seront lus directement 24 heures sur 24, soit par des infirmiers, soit par des médecins quand cela le nécessite, et qui vont derrière nous solliciter pour intervenir. C'est-à-dire ce qu'on s'est aperçu, par exemple, avec un SIAD de nuit, puisqu'on a un SIAD de nuit, nous, c'est qu'on intervenir dans le cadre d'un SIAD de nuit juste pour voir si tout va bien à 2 heures du matin, ça ne sert à rien, sinon à paniquer la personne âgée Ah oui. et à la réveiller le cas échéant, le plus souvent d'ailleurs. Donc, ce qu'il faut, c'est intervenir quand le besoin se manifeste. Donc, ces objets-là vont nous permettre de le faire. Donc, demain, ce qu'on veut mettre en œuvre, c'est ça, cette vision, c'est de dire, voilà, le problème de sécurité qui fait que, ou de manque, d'absence de sécurité, que fait qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez devoir rentrer en EHPAD. Aujourd'hui, on est en mesure de le résoudre et de vous proposer une prise en charge qui intervienne au moment où les besoins se manifestent chez vous.
Est-ce que tu peux expliquer la complémentarité entre Ainunu et Epoca? Alors, c'est deux choses différentes. Ainunu, ça va être de la. Alors, par exemple, par le dispositif Room, ça va être de la télésurveillance qui est installée dans une pièce ou plusieurs du domicile et qui va détecter des alertes, enfin, envoyer des alertes sur une organisation, enfin, une modélisation qu'on aura fait personnalisée pour chaque personne. C'est-à-dire que, par exemple, si la personne sort de la pièce trop longtemps, si elle allume la lumière de telle heure à telle heure, si elle parle dans son lit ou qu'elle s'agite, etc. Je précise aussi que c'est non invasif, c'est-à-dire que c'est de l'infrarouge, c'est pas voilà. Et Epoca, elle, c'est une plateforme avec derrière cette plateforme des médecins et des infirmiers qui reçoivent des données cliniques, des constantes habituelles, et qui peuvent déclencher des téléconsultations. Nous-mêmes, on est équipés, par exemple, d'un matériel qui va permettre d'aller, si Epoca détecte, par exemple, des troubles du rythme, comme on parlait tout à l'heure, ou une hypertension, on peut envoyer une équipe sur place d'infirmiers, et puis d'aller réaliser un ECG ou une auscultation cardiaque ou pulmonaire qui sera lue par le médecin d'Epoca directement. Ça, D'accord. il faut le dire que ça se met aussi, ça par exemple, Epoca, moi je trouve que c'est un truc assez extraordinaire comme promesse parce que aujourd'hui, en France, j'ai regardé les chiffres tout à l'heure, il y a 32% des médecins généralistes qui ont plus de 60 ans. Ces gens-là vont partir à la retraite. Il faut savoir qu'en 2014, ils étaient 5% à avoir plus de 60 ans. Aujourd'hui, ils sont 32%. Donc demain, on va se trouver, et on l'est déjà, dans la pénurie de médecins, des déserts médicaux, des médecins qui se déplacent aujourd'hui au domicile, il y en a de moins en moins. Il faut absolument qu'on trouve de nouvelles solutions si on veut faire ce virage domiciliaire qui est juste pour l'instant une promesse. Et si on veut aller jusqu'au bout, il faut effectivement que on ait les nouvelles technologies soient coordonnées avec les services d'aide humaine. Supposons, je reprends mon exemple, j'ai 80 ans, je sors de l'hôpital, j'ai une maladie chronique, puis progressivement, en fait, j'ai ma mobilité qui se réduit. Ainunu détecte ça, j'imagine. Oui, tout à fait. En fait, la force de Rainunu et des outils dont on dispose à domicile qui sont, comme le disait tout à l'heure Didier, non invasifs, c'est qu'à l'aide des données que l'on collecte, on est capable d'identifier avant que ça se produise, c'est ce qu'on appelle des données prodromiques qui sont annonciateurs de potentiels symptômes de chute ou bien d'autres maladies chroniques, des décompensations qui peuvent être dangereuses. Et donc, en prévention, prenons par exemple les chutes qu'on a déjà diminuées avec en France entre 50 et 80% dans les environnements dont on a déployé cette technologie, en EHPAD par exemple. Mais là maintenant, on commence avec le domicile avec Didier. On collecte des données, par exemple, sur des profils de chuteurs avant qu'ils ne chutent. Par exemple, si c'est un profil de chuteur, on est capable d'identifier en fait quand la personne commence à se lever de son lit. Donc, elle est assise sur son lit, on envoie une alerte à l'aidant professionnel comme familial à proximité, de manière à ce qu'elle puisse intervenir et se préparer à intervenir avant la chute. Quand la personne a quitté son lit, c'est une deuxième alerte. Si la personne, comme le disait tout à l'heure Didier, ne revient pas de sa salle de bain au bout d'un certain laps de temps, qui est déjà préprogrammé en fonction de la fragilité du senior, on envoie d'autres alertes. Et en fait, ces données qui sont annonciateurs de potentiels risques sont envoyées via une app à l'aidant familial et ou à l'aidant professionnel, en l'occurrence ici, euh, l'équipe de bien vieillir, qui peuvent intervenir au bon moment. Et c'est pour D'accord. ça qu'on dit qu'on est en mode préventif et pas simplement en mode détection quand tout va mal. C'est D'accord. déjà tout à l'heure pour répondre à ta question, Frédéric, c'est des pratiques qui sont déjà déployées à l'étranger. C'est ce qu'on fait déjà en Chine
Et d'ailleurs, on est en collaboration toujours avec Bien Vieillir dans le plus gros projet Senior Care chinois qui implique l'expertise française et le leadership français sur un projet à un demi-milliard de dollars sur une grosse province chinoise. Et il y a déjà cette combinaison humaine et digitale. Il faut savoir que dans les pays asiatiques, comme aux États-Unis, parce que là, je reviens du mois dernier d'un colloque high level sur la silver à l'ONU, à New York, les grosses tendances qui se dessinent et qui sont déjà pas simplement expérimentées, mais déployées, c'est des tendances qu'on pourrait résumer en trois mots keywords. Premièrement, c'est prévention. Donc, c'est allier l'intervention humaine avec du digital pour être en prévention. Deuxièmement, avec les données, être en personalized care, c'est-à-dire un suivi personnalisé en fonction des fragilités, ce que va permettre le digital allié avec l'humain. Et troisièmement, suivre le résident là où il est. Parce qu'on a dit, bien sûr, le centre de gravité, 95% des résidents, quel que soit le pays, veulent vivre à la maison. Malheureusement, comme on vient de l'évoquer, il y a une pénurie de plus en plus de professionnels de soins qui sont à la retraite. Et la question, c'est comment on va compenser cette pénurie-là. Et donc, ça s'est déjà fait dans des pays qui sont plus évolués au niveau du digital, lifestyle digital, tels que la Chine. Le AI est très développé, les pays scandinaves en Europe. Et maintenant, l'idée, c'est de trouver le yin et le yang entre les professionnels de soins à domicile, tels que Bien Vieillir, et faire un mariage et trouver le point d'équilibre entre les interventions du digital et les interventions de l'humain. Et tout ça D'accord. profite aux résidents et à leurs familles. Didier, si Aïnoulou détecte un changement brutal, une chute par exemple, donc là c'est votre équipe, c'est ton équipe qui intervient. C'est ça. Si le changement est progressif, par exemple la mobilité qui baisse, comment est-ce que les services derrière sont mis en existent déjà ou ils sont à créer? Alors effectivement, donc on peut tracer, bah, grâce au digital, on peut tracer l'histoire d'un patient et son évolution dans les dernières 24 heures ou la dernière semaine. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi, chez ce patient ou cette personne qu'on suit en aide à domicile, il y a aussi des intervenants qui sont des aides à domicile, qui repèrent des choses et qui nous alertent. La question, c'est la question de la coordination. En réalité, c'est que bien souvent, il y a des tas de gens qui passent au domicile, qui voient des choses, qui notent des choses, mais pour autant, ça ne remonte pas forcément et ça n'entraîne pas derrière nécessairement une action. Donc nous, c'est pour ça qu'on a développé ce qu'on appelle la coordination de parcours. Donc ce sont des équipes qui sont pluridisciplinaires, à la fois sociales, mais à la fois aussi soignantes, paramédicaux comme des infirmiers. Et l'idée, c'est d'avoir des équipes qui suivent plus précisément, tout le monde n'a pas besoin d'être suivi, hein, qui suivent plus précisément les gens quand ils sont dans une situation de grande fragilité ou de grande vulnérabilité. Ça peut être un mois au retour d'une hospitalisation, ça peut être en continu, ça peut être à un moment donné où la personne fait un problème infectieux et puis tout d'un coup elle a la fièvre et puis il y a besoin d'un suivi plus précis. Donc en fait, l'idée, c'est d'adapter en permanence les solutions qui vont être mises en œuvre et de les personnaliser en permanence face à la personne elle-même, mais face aussi à l'évolution de son état de santé qui peut être temporaire ou permanent. Sébastien, est-ce que je peux te demander des limites au système? Là, on a présenté le côté positif. Est-ce qu'il y a des limites? Alors, on a des limites qui sont d'abord organisationnelles, c'est-à-dire avoir les moyens, des moyens qui soient financés pour pouvoir proposer les personnes pour intervenir au domicile, pour pouvoir financer les plateformes de monitoring, de remontée des informations des objets connectés. On a une autre limite, on est en plein dedans en ce moment avec l'histoire du Ségur du numérique en santé, c'est-à-dire la protection des données, l'interopérabilité avec les services socles de l'assurance maladie, le DMP notamment, et puis
la possibilité de pouvoir faire dialoguer ensemble des services qui ne sont pas forcément dans le même écosystème logiciel. Et pour autant, on a besoin, pour que cette coordination soit efficace, que l'information circule, qu'elle puisse circuler avec des délais rapides, tout en préservant la confidentialité, la sécurité des données, sans altérer la capacité de réaction et la capacité à faire circuler la bonne information pour pouvoir proposer à la fois des actions d'intervention en urgence ou semi-urgence, mais aussi toute la partie repérage des fragilités, mise en place d'actions de prévention, adaptation des actions du quotidien, qui permettent aussi de maintenir une personne à domicile, simplement, comme le disait Didier, en ajustant au plus près la prise en charge à la réalité de ce que traverse la personne chez elle. Didier, une conclusion, un point que tu veux rajouter ou une synthèse? Didier, je te laisse faire la conclusion de l'émission. Bah, la conclusion, c'est que le domicile n'a pas atteint ses limites et que le domicile va pouvoir aller plus loin dans la prise en charge, ne pas simplement faire de la délivrance de prestations d'aide ou de soins, mais d'aller plus loin dans l'accompagnement des gens. Et ça, grâce au digital et avec le digital. C'est-à-dire que le digital seul ne peut rien. Nous pouvons, selon certaines limites, mais les deux ensemble, on peut repousser nos limites. Super, merci à tous les trois. Si vous voulez en savoir plus sur Epoca, Ainunu et Bien Vieillir, vous trouvez les liens sous la vidéo pour directement aller sur les sites concernés. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci Frédéric.